Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui j'avais envie qu'on reparle un peu de la série The Last of Us, ou plutôt partir de The Last of Us pour étendre un peu sur la question des adaptations de jeux vidéo au cinéma ou en série. Then you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared him? Alors pour être très franc tout de suite, je fais cette vidéo parce que j'ai été vraiment impressionné par la démarche de The Last of Us pour ce qui est de la transposition de sa narration vidéoludique vers une autre forme de récit. À écran large, on a eu la chance de pouvoir voir toute la saison en avance, donc je peux juste vous affirmer que tout ça se maintient dans la durée, mais à l'heure où cette vidéo sortira, tout le monde en sera à l'épisode 6, donc je vais uniquement prendre des exemples tirés des épisodes sortis jusque-là. Par contre, je vais pas mal rentrer dans le détail, donc si vous ne voulez pas que je vous spoile méchamment, partez loin, là-bas, où tout est neuf et tout est sauvage, libre, continent sans grillage, et revenez plus tard une fois que vous aurez vu les épisodes. Mais avant ça, un petit mot sur notre partenaire qui est justement un jeu vidéo. Je suis là pour vous parler de notre partenaire Atomic Heart. Atomic Heart, c'est un tout nouveau jeu qui débarque ce 21 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et surtout Day One sur le Game Pass. Et à écran large, si on était curieux de mettre nos patounes dessus, c'est parce que son concept fait rêver et condense absolument tout ce qu'on kiffe. Et oui, parce qu'Atomic Heart choisit pour toile de fond l'URSS, ou plutôt une URSS uchronique, qui a remporté haut la main la Seconde Guerre mondiale grâce à ses avancées en robotique. Vous voilà en 1955 au moment du lancement d'un nouveau réseau internet qui connecte tous les robots entre eux, sauf que pas de bol, ça foire et les robots veulent tuer tout le monde dans cette utopie qui devient bien vite une dystopie. On pense forcément à Isaac Asimov ou à Philip K. Dick, et en fait Atomic Heart digère très bien ses référents pop culturels, d'autant que vous incarnez un agent du KGB doté d'un appelant dans la main qui lui donne plein de pouvoirs. Imaginez donc BioShock qui aurait mangé un peu de Doom, de Wolfenstein et de Half-Life, et ça vous donne un FPS bien nerveux et fun. Il y a quelques éléments de RPG bien sentis et une certaine difficulté, ponctuée par la musique rock de Mick Gordon, le mec qui était déjà sur les derniers Doom, et ça c'est cool. Votre avatar aura donc la lourde tâche de comprendre ce qui se trame dans le grand complexe militaire responsable de ce soulèvement des machines. De cette façon, Atomic Heart nous rappelle que la narration dans un jeu vidéo passe beaucoup par l'environnement. Ici, avec ses architectures soviétiques et les élans de pure science-fiction qui les détournent, le jeu trouve sa singularité par sa direction artistique qui nous dit beaucoup de son univers. Ça donne envie d'aller toujours plus loin, surtout lorsque le monde devient semi-ouvert. En bref, c'est cool, vénère et même franchement drôle dans ses dialogues et ses cinématiques. Atomic Heart est généreux et au-delà de son imaginaire qui a tout de suite titillé la curiosité des gamers, on y voit un vrai vent de fraîcheur sympathique. Donc n'hésitez pas, ça sort ce 21 février sur les écosystèmes PlayStation et Xbox, sur PC et sur le Game Pass. Avant même que la série The Last of Us ne débarque, tout le monde a croisé les doigts, brûlé des cierges et repeint ses portes avec du sang d'agneau en espérant que la production d'HBO allait briser la fameuse malédiction des adaptations de jeux vidéo. Mais le truc c'est que cette malédiction, elle me paraît un peu bidon. Alors attention, je ne vais pas vous dire que la plupart des adaptations de jeux en film ne sont pas ratées, loin de là, mais on a tout de même eu des propositions convaincantes et passionnées depuis un paquet d'années, que ce soit le Silent Hill de Christophe Gans ou plus récemment la série animée Arcane sur Netflix, adaptée de League of Legends. Je pourrais même vous citer dans un genre plus mineur la bonne surprise que fut Détective Pikachu, et je dois même avouer avoir une certaine sympathie pour Prince of Persia. Et oui, non mais je fais un pas vers vous, mais je sens que vous n'êtes pas encore prêts pour ce débat. Ce que je veux dire, c'est que forcément, quand on parle d'House of the Dead, du premier film Mario Bros ou de Max Payne, le problème c'est pas tellement l'adaptation, c'est juste des méga navets en puissance, qu'importe que ça vienne d'un jeu vidéo. Pendant longtemps, ces projets ont souvent été confiés à des gens cyniques et opportunistes qui n'y comprenaient rien. Et puis on pourrait arguer qu'avec The Last of Us, briser la malédiction des adaptations n'était pas bien compliqué, puisque les jeux de Naughty Dog se sont démarqués pour leur écriture très cinématographique et leur univers post-apo déjà bien inscrit dans le cinéma et les séries. Et à ça j'ai envie de dire oui, mais non en fait. Parce que The Last of Us avait justement tout pour se casser la gueule. Le piège quand on a quelque chose d'aussi cinématographique, c'est de faire du bête copier-coller, de reprendre les mêmes scènes, voire les mêmes plans. Ce que ça suppose, c'est que le jeu vidéo ne serait qu'un médium audiovisuel similaire au cinéma.
Sauf qu'un plan séquence ou une vue subjective, ça ne véhicule pas le même sens dans un film et un jeu vidéo. Et c'est globalement oublier la place de la manette et l'interaction du joueur. Un exemple parfait de ce problème, c'est le reboot tout pété de Tomb Raider, qui cherche tellement à singer les derniers jeux de Crystal Dynamics qu'il en reprend la fameuse scène avec la carcasse d'avion et les rapides. Le truc, c'est qu'on a l'impression de juste voir une mauvaise cinématique sans le timing qui rend la séquence vraiment tendue dans le jeu. Faut tirer au bon moment, esquiver quand il le faut et activer les QTE, alors que Lara est embarquée dans une suite d'actions vertigineuses. Dans le film, la gradation est moins impressionnante et on reste en dehors de tout ça, avec cette caméra jamais immersive et ce point de vue très externe sur les événements. C'est la métaphore parfaite de ce pote qui te piquait la manette pour te faire avancer dans un niveau. Et ça vaut aussi pour cette daubasse d'Uncharted et sa reprise toute molle et pas réfléchie de la scène mythique d'Uncharted 3. Mes collègues avaient été plutôt bienveillants avec lui à sa sortie, ce qui est assez révélateur de la qualité générale des blockbustericains depuis quelques années. En bref, le vrai enjeu d'une adaptation réussie de jeux vidéo, c'est de trouver comment aborder et transposer le gameplay, ou plus précisément, le ressenti du gameplay. Dans le cas de The Last of Us, il y a plusieurs exemples qui prouvent que Craig Mazin et Neil Druckmann, les showrunners, y ont mûrement réfléchi, et en particulier sur la note d'intention de cette saison 1, son introduction. Si vous avez déjà joué à The Last of Us ou que vous en avez entendu parler, vous savez que son prologue a grandement joué sur la popularité du jeu, puisque cette entrée en matière a laissé tout le monde sur le cul. C'est brutal, très efficace et hautement tragique, à tel point qu'on pouvait se demander si HBO allait oser y retoucher. Et en l'état, la série a, je trouve, trouvé un équilibre assez malin. D'un côté, le cœur de la séquence, une fois que Joel, sa fille Sarah et son frère Tommy partent en voiture, est reconstitué avec beaucoup de fidélité et d'intensité. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit, et le côté ultra claustrophobe du jeu est reproduit à merveille ici. On reste bien du point de vue terrifié de Sarah, mais au lieu de tournoyer avec la caméra autour d'elle, la série opte pour la sobriété de champ contre champ, entre des gros plans sur son visage inquiet et des vues subjectives sur les horreurs de l'extérieur. Ça se montre particulièrement brillant quand il y a l'avion qui se crache et que la foule essaie de fuir les infectés, comme si cette petite fenêtre que représente la voiture condensait une apocalypse inimaginable. Et bien sûr, on en arrive à cette conclusion simple et déchirante, et j'avais beau la voir venir, j'ai quand même sorti les mouchoirs. Mais si l'introduction dans le jeu fonctionne émotionnellement, c'est parce qu'elle l'a mérité. Et la série devait comprendre comment faire de même avec d'autres outils. Et c'est là que c'est malin. Dans The Last of Us, le jeu, on est plongé in medias res dans l'urgence de la situation. La relation entre Joel et sa fille est rapidement tissée par la montre que Sarah offre à son père, et ensuite c'est la panique. Mais le jeu peut se le permettre parce qu'on incarne Sarah, qui vagabonde dans la maison en pleine nuit. La télé, les journaux, la fenêtre, tout ça sert d'indice jusqu'à ce qu'on comprenne que le cocon rassurant du foyer familial va être attaqué. Et puis il y a une règle simple, quand on incarne un avatar, on tient tout de suite à préserver son intégrité physique. Il y a quelque chose de l'ordre du réflexe parental qui est forcément amplifié lorsqu'on incarne un enfant. C'est simple, mais ça suffit. On a peur pour Sarah, et quand le jeu nous fait switcher pour incarner Joel, on transfère nos craintes sur lui. Mais avec une série, ça ne pouvait pas fonctionner aussi bien. Et pourtant, le côté bam, on te jette dans l'univers et dans le chaos, c'était forcément tentant. Mais ce qu'ont compris les showrunners, c'est qu'il fallait privilégier la relation père-fille, d'autant plus centrale que Joel transfère ensuite la perte de sa fille sur l'amour paternel qu'il porte envers Ellie. Donc The Last of Us prend son temps, montre un petit déjeuner en famille, puis Sarah qui répare la montre de Joel avant d'aller rendre visite aux voisins. L'épisode en profite pour façonner un suspense très efficace, à la manière d'une cocotte minute qui n'attend que d'exploser. Ça étend l'univers et la menace, et je ne peux que faire une mention spéciale pour ce plan bien flippant avec la mamie en arrière-plan qui commence à se transformer. Non seulement ça déstabilise les fans du jeu, parce qu'on ne sait pas quand le couperet va tomber, mais le temps passé avec Sarah rend sa mort bien plus douloureuse que si la série s'était contentée de recopier le jeu. Et là réside le cœur de cette adaptation. The Last of Us comprend très bien comment transposer les moments humains que le jeu glissait dans ses phases d'exploration ou ses pivots narratifs entre 2-3 gunfights. Bien sûr, la série ne se prive pas de reprendre à la ligne près quelques dialogues et cinématiques, mais elle réfléchit à la manière de les implémenter et surtout de les condenser dans un récit qui ne peut pas vraiment se permettre de nous décrire le lien fort et grandissant entre Joel et Ellie par de longues phases de tir au pigeon sur des zombies. Et c'est d'ailleurs l'un des reproches que beaucoup font à la série, y compris au sein d'écran large, c'est que The Last of Us manque cruellement d'infectés. Alors perso, j'ai toujours pensé que les infectés des jeux n'étaient qu'une sorte de caution au côté survival horror et que le vrai sujet a toujours été la potentielle inhumanité de survivants endurcis. J'ai l'impression que sur ce point, la série prépare le terrain pour la suite et plus particulièrement l'escalade de violence au cœur de The Last of Us 2.
Mais surtout, dans le jeu, la répétition inévitable des séquences de tir finit par rendre la menace moins flippante, quand bien même les claqueurs et leurs cris des enfers me triggerent à chaque fois. Donc pour moi, c'est tout à l'honneur du jeu d'avoir réduit les séquences d'action, parce que quand les infectés débarquent, on sent réellement le danger. Et justement, revenons là-dessus au travers de la fameuse séquence du musée de l'épisode 2 avec les claqueurs, qui reprend là encore un passage assez culte du jeu. Ça me paraît intéressant puisque c'est l'épisode réalisé par Neil Druckmann lui-même, l'un des créateurs du jeu, et sa démarche va à l'encontre d'une copie bête et méchante. Alors certes, on voit Joel et Ellie se planquer derrière des vitrines et reproduire des mouvements tirés directement du gameplay. Mais dans le jeu, vous avez le contrôle de la caméra autour de Joel, ce qui vous donne un certain ascendant topographique sur les ennemis. Là, pour créer de la tension, Druckmann préfère au contraire un montage un peu plus chaotique mais toujours lisible et des plans resserrés qui jouent à fond sur le hors-champ. On n'est pas toujours sûr d'où sont les claqueurs. En bref, on n'a pas le contrôle, ce qui est pour moi sublimé dans le meilleur plan de cette séquence, lorsque Joel se planque derrière un mur pour recharger son flingue et que la caméra se rapproche pour nous cacher le claqueur qui est pourtant à quelques mètres de lui. C'est justement l'inverse des phases de couverture qu'on aurait eu dans le jeu. Et du coup, la série évite soigneusement le piège de l'adaptation qui sait qu'elle en est une, et qui se complaît à vouloir reproduire l'esthétique du jeu vidéo, quitte à complètement foutre en l'air la suspension consentie d'incrédulité. Dans le domaine, le champion catégorie poids relou, c'est bien évidemment le plan séquence de Doom en vue subjective tout moche, persuadé que c'est trop moderne de faire exactement comme dans le jeu, alors que ça tombe comme un cheveu sur une soupe déjà pas bien goûtue. Mais pour revenir à The Last of Us, il y a un propos presque méta dans cette démarche qui me plaît beaucoup. Dans un jeu vidéo, on a l'illusion du contrôle, mais en réalité, tout est conditionné par les lignes de code programmées par les développeurs, ou les modeurs pour ajouter des sabres laser dans Skyrim et transformer les dragons en Thomas le Train. Ne mentez pas, vous l'avez fait vous aussi. Dans The Last of Us, cette idée est particulièrement importante parce que le jeu ne nous laisse pas le choix sur la suite d'événements qui s'y déroulent. On ne choisit pas pour Joel la fin tétanisante du premier jeu, comme on ne peut pas éviter les conséquences désastreuses qu'elle a sur la suite. On ne peut qu'agir au nom des personnages et se prendre de plein fouet l'aspect inévitable et tragique de leur destin, notamment lors d'un changement forcé de point de vue qui a pas mal énervé les joueurs à l'époque. Et c'est normal, c'est volontairement désagréable de perdre ce contrôle, alors qu'on est confronté à d'horribles dilemmes moraux. Dans le cas présent, ça m'amène au pinacle de cette transposition du gameplay, la fin de l'épisode 5, qui voit débarquer plein d'infectés des sous-sols de Kansas City que la population locale avait volontairement cachés sous le tapis. À ce moment-là, Joel et Ellie sont accompagnés par Henry et son frère Sam, et la séquence reprend le passage assez culte du sniper qui prend d'assaut le groupe avant que d'autres humains ne débarquent pour les prendre en tenaille. Joel atteint le sniper, récupère son arme et libère le passage pour Ellie et leurs compagnons d'infortune. Dans le jeu, la séquence est marquante parce que c'est l'un des rares moments où on est séparé physiquement d'Ellie, ce qui rend la phase avec le sniper assez stressante et pleine d'enjeux. Mais là, la série fait encore plus fort. On ne se limite pas à voir des infectés débarquer parce qu'ils sont attirés par le bruit. Une marée sort de terre et crée un chaos total. La séquence opte alors pour un montage alterné plutôt habile entre Joel sur son perchoir et Ellie qui essaie de se frayer un chemin au milieu des cadavres. Non seulement c'est super carré en matière de réalisation et de scénographie, mais c'est surtout une parfaite compréhension, non pas de l'esthétique du gameplay, mais de sa sensation. Joel atteint pas mal de cibles et le montage tente à prouver qu'il sait se débrouiller avec des armes, mais c'est pas John Wick non plus. Il rate sa cible à plusieurs reprises et ça le met en stress, en plus de nous mettre en stress quand une gamine claqueur, une claqueuse du coup, rentre dans la voiture où s'est planqué Ellie. C'est exactement ce qu'on a pu ressentir sur la séquence, la perte de contrôle et le sentiment d'échec. C'est pour ça que c'est aussi dur d'adapter un jeu vidéo. Ça dépend autant d'une certaine objectivité du gameplay que du ressenti que chaque joueur en a. Pour avoir le meilleur contre-exemple de la réussite de The Last of Us, il est toujours intéressant de parler des Resident Evil de Paul W.S. Anderson. A priori, en termes d'adaptation, c'est zéro pointé, parce que ok, on voit des chiens et quelques zonzons, mais l'ambiance est loin d'être aussi délétère que dans les jeux. Ce qui fait la spécificité des premiers Resident Evil, c'est la lourdeur des personnages et la caméra fixe qui nous fait craindre un zombie à chaque bout de couloir. On se sent faible, alors que dans les films, Mila Jovovich se prend pour Neo et donne des high kicks au ralenti. Et pourtant, Paul W.S. Anderson vous dirait que pour lui, c'est cohérent, parce que pour ses recherches, il s'est amusé à speedrunner les jeux, à les terminer le plus vite possible, quitte à en repousser les limites. Alors, c'est un peu teubé si vous voulez capter l'essence du jeu, mais justement, là est tout le problème. Anderson a privilégié son appropriation du gameplay à l'ambition initiale de Capcom. Je trouve ça franchement stupide, mais en même temps, je peux pas totalement renier la démarche. C'est un contresens complet, mais il y a une envie d'adapter.
Est-ce que la phrase bien adaptée c'est trahir s'applique à Resident Evil? Je vous laisse en juger en commentaire. Pour finir avec The Last of Us, le top du top, c'est que la série profite de la fin de l'épisode 5 que j'évoquais plus tôt pour étendre sa mythologie et introduire le fameux Colosse, sorte de claqueur amélioré qui, dans les jeux, fait figure de boss. Mais dans le jeu, la première fois que vous rencontrez un Colosse, c'est avec Bill dans un gymnase qui sert de zone fermée à l'affrontement. Sauf qu'en modifiant son récit pour raconter une toute autre histoire avec Bill dans son génial épisode 3, The Last of Us amène le Colosse à être autre chose. Par rapport à tout ce que j'ai pu dire auparavant, je trouve en fait que les jeux The Last of Us ont malgré eux une forme de paradoxe entre la volonté d'évoquer en filigrane une certaine perte de contrôle dans cet univers de mort-vivant et les habitudes des AAA orientés action et survival horror où le contrôle du personnage et de ses mécaniques est essentiel. Pour avancer, vous êtes obligé de gagner, même si le jeu veut un peu avoir l'argument inverse. Mais en ayant évité de montrer le Colosse plus tôt, l'épisode 5 de The Last of Us en fait déjà une révélation particulièrement flippante et efficace, mais surtout c'est pas un boss, c'est une pure force inarrêtable contre laquelle Joel ne peut rien. La marée d'infectés ne va pas être décimée par les skills impressionnants du héros comme si un hardcore gamer le contrôlait. Les showrunners ont justement pris la logique du gameplay pour la déformer et mieux montrer qu'on n'est plus dans un jeu vidéo. Parce que dans un jeu vidéo, notre avatar fait figure de phénix qui renaît toujours de ses cendres, en particulier si vous jouez à Dark Souls et autres jeux pour amateurs de sadomasochisme. Il y a un principe de recommencement que la série évite à tout prix, jusqu'à amener les personnages à revivre les événements traumatiques de leur passé qu'ils ne peuvent plus modifier. Nous voilà impuissants, sans manette, et même si on n'a plus cette caméra de third-person shooter qui colle au basket de Joel et Ellie, on est tout aussi proche d'eux, parce qu'on expérimente avec eux des suites d'événements sur lesquels ils n'ont finalement que peu d'emprise. Et ça, c'est une vraie réflexion d'adaptation, et c'est avec ce genre d'idée qu'on peut briser la malédiction. En tout cas, j'espère que cette petite réflexion édito qui me trottait pas mal dans la tête vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à partager votre avis sur la question en commentaire ou en nous rejoignant sur notre beau serveur Discord. Et si vous aimez entendre la rédaction s'écharper sur des films, c'est l'heure d'écouter notre podcast, La Réu, que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Et bien sûr, avant de vous quitter, je me dois de vous rappeler que pour qu'Écran Large continue d'exister en toute indépendance, on a besoin de vous et votre soutien nous fait chaud au cœur. Sachez qu'on propose un abonnement premium sur le site qui vous permet contre quelques deniers par mois d'avoir accès à plein d'articles exclusifs et approfondis sur des films trop cool. Ça va de Hero à Tom à la ferme de Xavier Dolan. Sur ce, je vous laisse. Maintenant que j'ai fini cette vidéo, je vais enfin pouvoir rejouer et finir God of War Ragnarok. Allez, ciao!